Qu'est-ce qui a changé en Iran au cours des, disons, 3 dernières semaines et pourquoi? L'accord de Trump avec Poutine et Dmitriev, cet accord est appelé par Zelensky l'accord de Dmitriev à 12 000 milliards de dollars. Comment cela met-il l'Ukraine sous pression? L'aveu surprise de Boudanov, vous vous souvenez de lui du renseignement? Sur la durée de la guerre, une histoire à propos d'Erdogan, du cancer d'Israël, d'Erdogan. C'est inattendu, n'est-ce pas? Qui a surgi précisément maintenant. Le renforcement de l'OTAN et pourquoi l'Europe a une peur panique d'une Ukraine forte après la guerre. Et ensuite, nous passerons à la politique intérieure. Des communistes dans les mairies des villes américaines. Américaines, pas du Honduras, oui, et pas du Mozambique. 3 discours détaillés de Donald Trump sur le communisme et des affaires retentissantes de vol dans des villes dirigées, bien sûr, comme vous l'avez déjà deviné, par les démocrates. À la fin, pourquoi tout cela, pris ensemble, profite plutôt aux républicains qu'à leurs dépens? Commençons par ce que nous avons déjà analysé. Eh bien, il y a quelques semaines à peine, lorsqu'il est devenu tout à fait clair qu'il est impossible de parvenir à un accord à long terme avec le régime iranien actuel. Le 17 juin à Islamabad, comme vous le savez, un mémorandum a été signé. Donc, 60 jours de trêve ouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran s'engage à déminer le détroit, les États-Unis s'engagent à lever le blocus maritime. Et bon, même s'il était clair que tout cela était un peu flou, l'accord semblait être une sorte de pas vers une possible désescalade. Ça ne ressemblait même pas à un pas. Mais déjà le 28 juin, oui, le premier coup sérieux porté à cette trêve. Un drone iranien attaque un pétrolier panaméen transportant du pétrole qatari. Un citoyen qatari est tué, première victime civile confirmée depuis la conclusion de la trêve. Les États-Unis frappent 10 cibles iraniennes, souvenez-vous. Oui, pour ainsi dire, pas œil pour œil, mais les Américains œil, donc 10 pour 1 et les Israéliens 1027. Souvenez-vous pourquoi 1027 pour 1, oui. C'est le nombre que les Arabes ont exigé, donc, pour le sergent Gill, oui, le remettre, 1027 Arabes qu'ils voulaient récupérer. Depuis lors, donc, la valeur d'une vie juive est de 1027 vies arabes. Eh bien, en Amérique, c'est différent, 10 pour 1. C'est-à-dire, ils ont frappé une fois, nous avons frappé 10 fois. La trêve, donc, craque de partout, mais officiellement, elle tient. Parce que, eh bien, personne n'a créé de mécanisme de contrôle pour son respect, eh bien, c'est tout simplement impossible. Et donc, ils l'ont bricolé à la va-vite, bien sûr, n'est-ce pas? Tout cela se déroule sur fond d'un événement sans précédent. Du 4 au 9 juillet dès maintenant chez nous, il y a 6 jours de funérailles nationales pour l'ayatollah Ali Khamenei. Le 8 février, le tout premier coup de cette guerre. Les funérailles sont accompagnées de foules immenses, scandant « Mort à l'Amérique, mort à Israël » et des appels directs depuis la scène à tuer Trump et Netanyahou. Eh bien, si nous avons tué leur chef, pourquoi ne pas demander qu'ils tuent le nôtre aussi? Nous ferons notre possible pour les empêcher de s'infiltrer chez nous, non? En même temps, le nouveau guide spirituel, c'est le fils du défunt, donc Mojtaba Khamenei. D'après toutes les informations, il a été grièvement blessé lors de la même attaque qui a tué son père, n'est-ce pas? Apparemment, il est défiguré et, selon certaines sources, il a perdu une jambe. Il n'est jamais apparu en public pendant les 6 jours de deuil. Cela en soi soulève déjà la question de la légitimité du nouveau pouvoir au sein même de l'Iran. C'est précisément cette semaine, le 7 juillet en plein deuil, que l'Iran, selon Washington, attaque 3 pays commerçants. Un navire dans le détroit d'Ormuz. Faisons une pause et prenons un peu de recul, afin de mieux voir les événements qui se déroulent devant nous. D'accord? Un pas en arrière. Regardons maintenant tout ce qui se passe du point de vue de l'Iran. D'habitude, les analystes médiatiques n'aiment pas trop faire cela, principalement parce que les chaînes et les publications pour lesquelles ils travaillent ont leur propre point de vue sur la vie. Donc soit des opinions bien établies, soit des opinions achetées. Et ils ne veulent pas que des idées soient exprimées si elles ne correspondent pas à leur point de vue, que ce soit sur la politique, les questions sociales, la religion, etc. Et nous, eh bien, nous pourrions faire la même chose, mais nous sommes indépendants, personne ne nous paie. Et donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Dans le monde, il y a 240 millions de chiites et 1,7 milliard de sunnites. D'autres branches, comme les alaouites, les ahmadis, les ibadites.
Ensemble, ils représentent moins de 50 millions de personnes. L'Iran, non seulement c'est un État chiite, mais en plus il est situé au milieu d'une mer d'Arabes. Alors qu'eux-mêmes sont des Perses, donc des persanophones, qui, pour le dire gentiment, n'aiment pas vraiment les Arabes. Et les autres le leur rendent bien. Ils ont historiquement quelques comptes à régler les uns avec les autres. Donc les sunnites, menés par l'Arabie saoudite, aiment bien moins les chiites que les juifs. Et cela remonte à l'époque de la guerre Iran-Irak. L'Iran a commencé à se préparer pour ne pas se laisser détruire. Développement agressif des technologies de défense, enfouissement sous terre, création de groupes proxy dans toute la région. C'est la réponse naturelle des chiites iraniens à une confrontation potentielle avec les sunnites, beaucoup plus nombreux qu'eux. Pour mobiliser leur propre population, il était difficile de parler d'un affrontement inévitable avec des frères de la même foi, même s'il appartenait à une autre branche. C'est pourquoi un bouc émissaire a été choisi. Comme toujours, qui se retrouve à être le bouc émissaire? Vous l'avez deviné, le juif. En Amérique, Israël, c'est le croque-mitaine. En même temps, la direction de l'Iran comprenait parfaitement qu'Israël n'avait pas l'intention d'attaquer l'Iran. Mais ils étaient très nerveux, à cause du fait qu'Israël pourrait conclure un accord, une alliance avec les sunnites. Et les technologies israéliennes seraient utilisées dans la lutte entre, disons, différentes branches d'une même foi en Allah. Je ne dis en aucun cas que l'Iran est un régime gentil, doux, charmant ou séduisant. Je parle de la situation dans laquelle il se trouve et de la façon dont il voit les choses depuis l'intérieur. Selon eux, l'arrivée de Trump a déclenché des événements terribles. Israël, qui possède des technologies militaires impressionnantes, a commencé à signer un par un des accords avec les ennemis jurés de l'Iran, avec les États sunnites. Bon d'accord, c'est avec des États périphériques, et là les préparatifs ont commencé pour la signature d'accords entre l'Arabie saoudite et Israël. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite a décidé d'ignorer ce qu'on appelle la pierre d'achoppement. Eh bien, les Juifs qui vivent sur la rive gauche du Jourdain, et aller vers la reconnaissance et la paix avec Israël, afin qu'Israël fasse certains gestes là-bas concernant les Arabes vivant dans la vallée du Jourdain. Du point de vue de l'Iran, pourquoi l'Arabie saoudite établit-elle ou veut-elle établir des relations avec Israël? Pour un seul objectif, lequel, du point de vue de l'Iran, c'est pour lutter contre l'Iran. La brigade palestinienne. Juste pour que vous vous en souveniez, si vous ne le saviez pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas une brigade composée d'Arabes. Il n'y avait pas un seul Arabe là-bas. Ils combattaient du côté de Hitler. C'était une brigade composée de Juifs vivant sur le territoire d'Israël, de Judée et de Samarie. Au sein du corps britannique, ils combattaient les Allemands. Et en plus, ils libéraient aussi les camps de concentration. Pris de panique, l'Iran a commencé à agir et à organiser l'attaque du Hamas contre Israël. Ils ont massacré plus de 1000 Juifs et ont fait environ 300 prisonniers là-bas. Ils savaient exactement qu'Israël allait riposter. Et ils savaient aussi que les sunnites ne pourraient pas signer d'accord avec Israël dans cette situation. Ils travaillaient et travaillent aussi fiévreusement à la création d'armes atomiques, afin de s'assurer que les voisins de l'Amérique ne les attaquent pas. Pourquoi? On n'attaque pas un État qui possède cette bombe que tout le monde redoute. Regardez l'Ukraine, elle l'a abandonnée et a été attaquée. De leur point de vue, quel est le résultat? En conséquence de ce qui s'est passé, donc, à cause de leur proximité avec la création de la bombe, l'objectif des États-Unis a coïncidé avec celui d'Israël, n'est-ce pas? Et l'attaque contre l'Iran a commencé. Avec l'approbation et l'aide de ces mêmes sunnites que l'Iran craint le plus, le guide spirituel de l'Iran a donc été éliminé. Avec lui, plusieurs membres de sa famille, ainsi que de nombreux responsables et militaires iraniens. Là-bas, oui, les États-Unis et Israël. En collaboration avec donc les Saoudiens, les pays sunnites, ils ont détruit l'armée, la flotte, la défense anti-aérienne, l'aviation du pays. L'Iran, a joué ses deux derniers atouts. Le premier, c'est de bloquer ce détroit, et le second, c'est de commencer à bombarder Israël depuis le Liban avec l'aide du Hezbollah. Mais les groupes pro-russes iraniens, les proxys, ceux qui étaient là, il y a encore 2 ans, pouvaient en grande partie causer toutes sortes de désagréments à Israël. Mais ils sont déjà suffisamment affaiblis, et Israël a réduit leur capacité de combat.
Sur fond de succès de l'Iran avec la fermeture du détroit, l'Amérique propose des négociations. En même temps, elle envoie pour les négociations en Israël, parmi 350 millions de personnes de juifs, Kushner et Witkoff. C'est-à-dire, du point de vue de l'Iran, on leur a encore craché à la figure. Ces deux personnes, deux juifs, sont des ennemis naturels de leur point de vue, parce qu'ils vont, encore une fois du point de vue des Iraniens, soutenir Israël dès le départ. La fermeture du détroit s'est avérée en même temps si réussie que l'Iran est autorisé, pour ainsi dire, à faire commerce de pétrole. Et les navires américains, une partie des navires avec des marines américains, commencent à quitter un à un les eaux du golfe Persique. En outre, le plus grand ennemi, l'Amérique, possède aussi un talon d'Achille. Cela s'appelle les élections de novembre. Et donc l'Iran pense qu'il peut influencer le fait que le président des États-Unis se retrouverait impuissant après ces élections. C'est-à-dire faire à l'Amérique la même chose, ou presque la même chose que l'Amérique a faite à l'Iran. Pratiquement mettre hors d'état de nuire le chef de l'État américain. Alors que se passe-t-il ensuite ? Comprenant à quel point il est important que le Congrès n'autorise pas Trump à agir, la tâche de l'Iran, de leur point de vue, est de gagner du temps. Promettre de tout faire pour que les Américains croient qu'il peut réellement se passer quelque chose. Ensuite, changer un peu la situation à chaque fois, tout en gardant toujours un morceau de fromage, de saucisson ou de jambon devant leur nez. Tout le temps la reculer un peu en arrière. Voilà, ça a commencé. Donc, leur tâche, c'est de créer des légendes, de se lamenter et d'expliquer qu'ils ont des factions, qu'on ne les laisse pas faire, que nous sommes les gentils et qu'il y a des méchants. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Mais en réalité, comme on dit, ils agissent à partir d'un seul centre, d'un seul point de décision, et ils jouent aux bons et aux mauvais policiers. C'est un jeu habituel, vous savez, au niveau d'une petite brigade de police. Tout le monde fait ça, n'est-ce pas ? Le bon policier, chez nous, ce sont donc les civils, et le mauvais policier, ce sont les gardes, les officiers, et ainsi de suite. Alors, au moment où les négociations devaient passer à une phase, disons, productive, pour éviter d'y arriver, ils recommencent à bombarder les pétroliers. Et ils montrent au monde entier qui est le maître. Vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, pas d'accord avec nous, donc on ne vous laissera pas faire. Eux se taisent et disent que c'est nous qui avons bombardé. On ne peut que deviner, car là-bas, il y a aussi leurs drones et tout le reste. Donc cela ne veut absolument pas dire que la main gauche de l'Iran ne sait pas ce que fait la droite. Au Liban, la main gauche et la main droite sont dirigées par un seul centre. Donc que ce soit le fils de l'ancien dirigeant allongé sur un lit ou quelqu'un d'autre, que ce soit une seule personne ou un comité, pour nous cela n'a absolument aucune importance. Ce qui compte c'est le jeu. Et de mon point de vue, c'est tout à fait évident. Si on y réfléchit, de leur point de vue, c'est logique. Voilà. Bon, maintenant, revenons à notre histoire. En comprenant ce qui se passe chez eux, nous pouvons voir différemment ce qui se passe chez nous. D'accord ? Les États-Unis ont réagi immédiatement au bombardement des pétroliers. Le ministère des Finances a retiré la licence après avoir autorisé la vente, puis a annulé cette permission. Les licences autorisant l'Iran à vendre du pétrole sont révoquées avec effet immédiat. Seules les ventes pour conclure les transactions déjà entamées. Les navires sont déjà partis. CENTCOM mène aussi des frappes sur des cibles iraniennes, systèmes de défense aérienne, communication, entrepôts de drones et poseurs de mines. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, le CGRI répond par des missiles et des drones, donc dans deux directions, le Koweït et Bahreïn, et là-bas se trouvent des bases américaines. Ah, ils ont presque touché là où ils voulaient, n'est-ce pas ? Il n'y a eu aucune victime, mais les sirènes ont retenti. Il y a eu une alerte de combat là-bas. Le 8 juillet déjà, depuis Ankara, Donald Trump fait le bilan. La trêve s'est terminée. Donald Trump dit « Je pense que tout est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. » Et comme on dit, et là, Ostap s'est emballé. Donc il a traité la direction iranienne de Racaille de personnes malades. Il a ajouté « S'ils avaient une bombe atomique, ils l'utiliseraient hante. » Mais ça, il le dit pour son propre public. Regardez comme j'ai bien fait de les frapper avant qu'ils n'aient entraîné la bombe atomique. En même temps, il prévient que les frappes contre les centrales électriques, les usines de dessalement, n'ont pas encore été effectuées.
et aussi, disons, contre les champs et autres. Oui, je ne veux pas le faire, mais si je dois le faire, je détruirai. Nous ne sommes pas encore sûrs que cela aura lieu. Passons maintenant à un sujet concernant bien plus d'argent que tout le pétrole de l'Iran réuni. Trump et le Kremlin en discutent. Nous savons déjà exactement de quoi ils parlent. Un seul mythe. Un accord économique de près de 12 000 milliards de dollars. Et elle est directement liée au sort de l'Ukraine. C'est pourquoi Zelensky était nerveux à ce sujet. Déjà au début février, il a donc déclaré publiquement: le renseignement ukrainien m'a présenté des documents que l'on appelle à Kiev le paquet Dmitriev, proposé à la Russie et aux États-Unis. Il s'agit d'une coopération économique. Au total, le montant est de 12 000 milliards. Ce sont donc les paroles directes de Zelensky. Le renseignement m'a montré ce qu'on appelle le paquet Dmitriev, qu'il a présenté aux États-Unis. Cela représente environ 12 000 milliards. Il l'a déclaré aux journalistes alors. Il s'agit de projets communs dans l'aviation, dans le secteur de l'énergie, l'extraction des ressources minérales et des combustibles fossiles, ainsi que la reprise des règlements entre les pays en dollars. Ce qui plaira bien sûr à Donald Trump, mais cela ne plaira pas du tout à la Chine. C'est-à-dire un retour effectif à des relations économiques normales. À Moscou et à Washington, en cas de règlement concernant l'Ukraine, c'est-à-dire un retour au statu quo. Donc les États-Unis sont la principale puissance du monde, le seul pôle, le seul centre. La Russie se soumet à eux, mais garde une place particulière, avec un statut spécial. Parce qu'il y a un accord de 12 000 milliards comme celui-ci. Des balivernes, comme on dit, non. L'auteur du paquet, on dit que c'est Kirill Dmitriev, le chef du fonds russe d'investissement direct. Un homme qui, tout ce temps, maintient une ligne directe avec le représentant spécial américain Steve Witkoff. C'est lui qui s'occupe de tout cela, et aussi de l'Ukraine, et, en conséquence, de l'Iran. Le porte-parole du Kremlin, c'est Peskov. Il a qualifié ces propositions de manifestations naturelles d'intérêt commun. La Maison-Blanche n'a jamais officiellement confirmé ni vérifié l'existence de ce paquet. Elle garde un silence très révélateur. Que cela signifie-t-il concrètement ? Moscou lie directement toute avancée sur le dossier ukrainien non seulement à des exigences territoriales et politiques, mais aussi à une révision en profondeur de toute l'architecture économique des relations entre la Russie et Washington. Ce serait alors sans précédent, en réalité, parce que je ne sais pas à une telle échelle ou non. Mais à l'époque, Bush fils l'avait proposé à Poutine. À son époque, Clinton avait proposé quelque chose de ce genre à la Russie. Obama avait essayé d'en parler. Mais pour une raison quelconque, la Russie propose cela à cette personne terrible, effrayante, cauchemardesque qui s'appelle Trump. Comment exercer une pression directe sur l'Ukraine ? Très directement. Si Washington a un véritable intérêt économique dans ce paquet, l'administration américaine a alors une incitation structurelle à pousser Kiev. Pourquoi faire ? Pour en finir. Ils s'arrêtent et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous comprenez ? C'est tout. C'est tout. Zelensky a immédiatement tracé une ligne rouge. Tout accord bilatéral de ce type entre les États-Unis et la Russie ne doit pas violer la constitution ukrainienne. Et la Russie comme l'Amérique pensent ainsi. Alors réécrivez votre foutue constitution. Cela ne veut pas dire que c'est la bonne position. Simplement, la Russie disait à l'époque, si vous vous transformez d'un État unitaire en quelque chose comme l'Amérique, voilà, en État, etc., en fédération, alors nous n'allons pas vous attaquer. L'Ukraine a déclaré ne pas modifier sa constitution et la Russie l'a attaqué. Et l'Amérique n'a attaqué personne, mais elle peut dire « soit vous changez votre constitution, soit nous arrêtons de vendre des armes ». Par exemple, n'est-ce pas ? Et vous ne nous en vendez pas, ce sont les Européens qui vendent. Non, vous voyez, ils nous les offrent. Ils volent leur peuple, puis viennent nous payer avec cet argent. Nous pouvons arrêter de donner. Que ferez-vous alors ? À qui achèterez-vous ? À la Russie ? Acheter des armes à la Russie pour lui faire la guerre ? Vraiment ? Eh bien, peu importe. Donc, et voici un détail que beaucoup de médias passent simplement sous silence. Le chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirill Boudanov. Oui, ce même Boudanov qui dirigeait auparavant le renseignement militaire, le GUR. Cette semaine, dans une interview détaillée, j'en ai déjà parlé, RBK Ukraine a fait une déclaration qui mérite d'être citée entièrement, comme on dit. À la question directe, y a-t-il une chance de terminer la guerre au moins cette année ? Il a répondu « Il y a une chance. Au printemps, les négociations avançaient en bien.
Désormais, nous sommes en phase d'escalade, ce que chacun comprend. Pour sortir de l'escalade, il faut généralement une escalade maximale. Ça semble insensé, n'est-ce pas? Oui? Non, ce n'est pas insensé. Psychologiquement, le fait qu'il y ait d'abord une escalade, puis une désescalade, ensuite la reprise du dialogue, c'est normal. Pour une raison ou une autre, c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine, ou simplement la psychologie. N'est-ce pas? Et bien sûr, si toutes les parties sont intéressées par cela, n'est-ce pas? Et si les parties y sont intéressées, alors ça avancera. La logique est simple et quelque part cynique. Pour que les parties s'assoient à la table, le conflit doit d'abord atteindre son apogée. À la question sur les concessions territoriales, Boudanov a répondu sans la moindre ambiguïté. Tout compromis concernant les territoires ou les frontières ukrainiennes est absolument impossible. Et là, une question se pose. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Cela veut-il dire que la Russie gardera ce qu'elle a déjà conquis? Faut-il alors chasser la Russie pour qu'elle s'en aille? Ce que l'Ukraine ne peut évidemment pas faire, n'est-ce pas? Ou alors donner aux Russes, tout ce qu'ils demandent, mais rien de plus. Donc en fait, rien n'est clair du tout. Comment les gens qui accèdent au pouvoir apprennent-ils à parler vite de façon à ce que rien ne soit compréhensible? Voilà, ensuite il a reçu une autre question directe. La fenêtre d'opportunité est-elle liée aux élections de novembre? Eh bien, au Congrès des États-Unis, bien sûr. Oui, donc il a donné exactement la même réponse remarquablement évasive. Comme dans la blague sur l'information politique à l'armée, là, comment ça s'appelle déjà? Oui, donc le capitaine, disons, lit l'information politique aux soldats, il commence déjà à oublier les mots. Comme c'est bien, j'ai commencé à oublier non pas les mots, mais l'information politique. Pas les mots, mais l'information politique. Un soldat lève la main et dit « Vous avez dit la dernière fois que la Russie rattraperait très vite. » Donc l'Amérique en termes de production de viande et de lait. Mais quand aurons-nous enfin de la viande? Et le capitaine répond donc au soldat Rabinovitch. C'est toujours Rabinovitch qui pose la question. Là, il lui a répondu de façon évasive. Il a dit « Rabinovitch, va te faire voir. » Voilà, c'est à peu près comme ça que Boudanov a répondu. À la question de savoir si la fenêtre d'opportunité est liée aux élections de novembre au Congrès américain, il a répondu « C'est l'un des facteurs, mais croyez-moi, ce n'est pas le plus important, même s'il est assez significatif. » Qu'avez-vous compris de cela? Il a également répondu que, quel que soit le résultat des élections de mi-mandat, Trump resterait une figure politique majeure en Amérique. Non, il ne le restera pas. Le président des États-Unis ne le restera pas. En somme, toutes les difficultés internes après novembre affecteront d'abord la politique intérieure américaine, pas la position de Washington sur l'Ukraine. Waouh! Wow! C'est un aveu, ce qui est en fait très rare. La personne qui se trouve au cœur même du pouvoir ukrainien dit pour la première fois, publiquement et directement, la phase active de la guerre pourrait réellement se terminer dès cette année, et les élections américaines font partie du calcul général de toutes les parties, y compris Kiev. Sur fond de tout cela, l'OTAN affiche ostensiblement sa force. Selon les mots du secrétaire général de l'Alliance, cette année, en Ukraine, les forces armées, cela signifie qu'ils ont investi quelque chose comme 1 trillion, oui, 1 trillion, il a dit, de dollars, et le prochain chiffre qu'ils demanderont au pays sera de 1500 milliards. Waouh! On discute de l'objectif commun de consacrer 5% du PIB à la défense pour tous les membres de l'Alliance, alors qu'il n'y a pas si longtemps, de nombreux pays atteignaient à peine les 2%, et en réalité, ils payaient plutôt autour de 1% Trump à Ankara. Il n'a pas manqué de rappeler qui a provoqué ce changement. Il y a 2 ans, on ne nous respectait. Par nous, il veut dire l'Amérique. L'OTAN se moquait de nous, tout le monde se moquait de nous. Il y a 2 ans, c'était Biden, oui. Plus personne ne rit maintenant. C'est un charmeur, je parle de Trump. Et il a ajouté un point essentiel que beaucoup de critiques préfèrent ignorer. Sans sa pression personnelle maximale et dure, les pays de l'OTAN n'auraient jamais volontairement augmenté leurs dépenses, même jusqu'à 2%, sans parler de 5%. En même temps, il admet lui-même. Ces mêmes pays ne l'aiment franchement pas. Oui, à mon avis, ils le détestent avec une haine féroce. Précisément parce qu'il exige d'eux ce qu'on ne leur a pas demandé depuis des décennies.
Mais selon lui, même les dirigeants de l'Alliance, au fond d'eux-mêmes, comprennent profondément. Cela se fait pour leur propre bien, pour leur propre sécurité. Je dirais ceci, si quelqu'un me protégeait sans que j'aie à agir, puis m'annonçait soudain qu'il ne le ferait plus et que je devais me renforcer et dépenser, je ne l'aimerais pas beaucoup. Trump a également parlé séparément de contrats de défense spécifiques qui découlent directement de ce nouveau niveau de dépenses. Lockheed Martin crée en Europe une usine de classe mondiale pour les missiles Patriot. Northrop Grumman promeut la vente de technologies américaines avancées de drones. Donc, plusieurs entreprises américaines et européennes annoncent des partenariats pour la production de systèmes de missiles tactiques de l'armée, ainsi que de nouveaux missiles Barracuda spécialement pour la Pologne. Et voici une histoire qui a émergé précisément lors de la visite de Trump à Ankara et qui oblige à revoir toute la rhétorique anti-israélienne d'Erdogan de ces dernières années. Je vais en parler dans quelques minutes. Donc, l'ancien porte-parole officiel de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, Avi Shoshan, sur une chaîne israélienne à propos de cette histoire, a fait une déclaration au Canada cette année-là qui s'est aussitôt répandue mondialement. Selon lui, il y a environ 7 ans, lorsque le président turc était gravement malade, supposément d'un cancer, le Mossad, avec l'accord personnel de Netanyahou, a secrètement envoyé un médecin israélien en Turquie. Ce médecin a sauvé la vie d'Erdogan. Le médecin venait d'Ichilov. Ichilov est un hôpital. Je vais donner le nom, a-t-il dit. Il a sauvé Erdogan, un médecin d'Israël. C'est Israël qui l'a sauvé, selon Shoshan. Il a souligné que le médecin agissait en tant que représentant de l'État d'Israël à la demande du Mossad, suite à une instruction du Premier ministre. Il s'est envolé là-bas et a sauvé la vie d'Erdogan. Aucune confirmation officielle de cette histoire n'est venue, ni d'Israël, ni de la Turquie, ni du médecin lui-même, dont le nom n'a jamais été révélé. Il convient de noter que des rapports antérieurs, dès janvier 2022, indiquaient effectivement que le professeur Itzhak Shapira, alors directeur adjoint du même hôpital Ichilov, avait conseillé Erdogan sur des questions médicales, mais sans aucune mention de mission secrète, d'opération du Mossad ou autre chose de ce genre. Néanmoins, indépendamment de la précision de cette version particulière, la situation elle-même est symbolique. Selon cette version, l'homme qui aujourd'hui qualifie publiquement les actions d'Israël de génocide et a rompu les relations diplomatiques avec ce pays doit sa vie à un médecin israélien. Pas à n'importe quel médecin, mais à un médecin venu d'Israël sur sa demande. D'ailleurs, ce n'est pas un cas isolé. Encore et encore, il s'avère que même ceux qui crient le plus fort, exterminer les Juifs, détruire Israël, mais quand eux-mêmes ou leurs proches vont mal, vers qui se tournent-ils ? Là-bas. Là-bas, vers les spécialistes israéliens, vers les technologies juives. Bien sûr, cela n'arrête en rien l'antisémitisme en tant que phénomène. En Allemagne nazie, on consultait souvent des médecins juifs pour se soigner, alors qu'on appelait auparavant publiquement à les tuer. Ensuite, les personnes sauvées retournèrent dans la rue et participèrent à la persécution ou au meurtre de ces mêmes personnes qui venaient en tout juste de les sauver. Encore une couche de ce tableau, rarement exprimée à voix haute dans les médias occidentaux. Dès que la guerre commencera réellement à toucher à sa fin, une toute autre lutte commencera autour de la question de savoir quoi faire de l'Ukraine elle-même par la suite. L'Union européenne, et en premier lieu l'Allemagne, redoutent un scénario dans lequel les États-Unis commenceraient à investir massivement dans la reconstruction de l'économie ukrainienne. Ils tentent donc de débloquer 100 millions d'euros pour investir très vite, dès qu'une opération s'achève ou démarre, afin que l'Amérique ne puisse réagir à temps. Et l'Ukraine, avec sa main-d'œuvre bon marché, ses énormes ressources agricoles et un secteur industriel puissant, dynamisé par la guerre, deviendra un concurrent industriel direct pour, ceux qui sont établis, mais dépassés. Apporter une grande partie, intégrer une partie de l'économie, ce sera une grande économie, de l'Europe de l'Ouest. C'est précisément pour cela que Bruxelles fait tout son possible pour intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne maintenant, tant qu'elle est aussi affaiblie que possible par la guerre et dépendante de l'aide extérieure, Bruxelles agitant la carotte. Une carotte, c'est 95 milliards. Une autre carotte, c'est 100 milliards. Officiellement, cela ressemble à Bruxelles qui fait tout son possible, mais en réalité cela impose des restrictions sur les secteurs que l'Ukraine aura le droit de développer et ceux qu'elle n'aura pas le droit de développer.
en lui laissant le droit de travailler principalement dans les secteurs qui ne font pas concurrence aux économies déjà existantes de l'Union européenne. C'est en fait une tentative de figer la situation pour des années à venir. Eh bien, c'est comme rendre l'Ukraine dépendante de Bruxelles, avant même que le pays ne se relève après la guerre, la transformer non pas en un partenaire égal, mais en un acteur subordonné et mineur de l'économie européenne. Très bien, passons à l'Amérique et avançons, pour ainsi dire, vers la fin de notre long monologue. Les républicains ont eu une chance énorme, presque indécente, même s'ils ne le formuleraient probablement jamais ainsi eux-mêmes. À New York et dans un certain nombre d'autres villes américaines, la jeunesse, éduquée dans les universités avec une rhétorique et une propagande anticapitaliste, a, ces derniers mois, porté au pouvoir des personnes ouvertement. Ils se disent socialistes, mais en réalité ce sont des marxistes, fascistes, communistes ou autres. Et pas seulement comme maires, mais aussi dans des comités législatifs, des assemblées, des conseils municipaux et même au Congrès. Prenons le principal symbole de cette vague, le maire de New York, Zohran Mamdani. Le 4 juillet, le jour du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, debout, ou plutôt assis à la table historique de George Washington, il a prononcé un discours dans lequel il n'a pas célébré le pays, mais a en fait déclaré « Nous voyons le pays le plus riche de l'histoire du monde, un pays où des enfants vont se coucher le ventre vide. » Wow. Pendant que le premier billionnaire du monde en veut encore plus. Nous voyons des monopoles qui dominent chaque secteur et des oligarques qui achètent en les élections. Eh bien, c'est un beau discours pour le 250e anniversaire du pays. Il a qualifié l'Amérique d'arène de l'excellence et il a lié sa propre thèse sur l'exceptionnalisme américain, non pas à l'esprit du pays, mais à la politique d'immigration libérale. Il faut ouvrir les portes, laisser entrer tout le monde. C'est alors que nous serons vraiment exceptionnels, n'est-ce pas ? Un peu plus tôt, en annonçant l'exécution du budget municipal, Mamdani a déclaré « Nous avons équilibré le budget en taxant les riches. Et nous ne l'avons pas équilibré sur le dos des travailleurs, et nous ne le ferons jamais. » En réalité, la ville a reçu une aide d'urgence de l'État de New York. 5,5 milliards, qui, soit dit en passant, ont été volés, pris, dérobés aux contribuables ordinaires de l'État, qui vivaient aussi, d'ailleurs, dans la ville, y compris les habitants de Rochester et de Buffalo, qui, eux, n'ont pas choisi Mamdani. De plus, une partie de cet équilibre a été obtenue en reportant les paiements des retraites. Réfléchissez-y bien. Ils disent « Nous avons équilibré le budget ». Comment ? En repoussant les retraites à plus tard. À plus tard et maintenant. Mais nous devions équilibrer. Autrement dit, en reportant les problèmes dans le futur au lieu de les résoudre. Lors de la même conférence de presse, il a cité l'économiste libertarien Frédéric, mais ses propos ont été mal interprétés. Hayek disait « Si nous devons supprimer la retraite pour qu'ils ne soient pas socialistes. Ces derniers mois ont montré, a-t-il dit, que les socialistes comprennent l'économie mieux que les capitalistes, ce qui a été nuisible. Nous sommes capables de résoudre les problèmes de leurs années d'échec de gestion grâce à nos propres principes. Leur principe est simple. Vois, cours, attrape, supprime la retraite, frappe avec une hache si ça déplaît, prends-le. Nuisible. Nos propres principes, je rappelle, leur principe c'est le suivant. Tu vois de l'argent, on s'en occupe. Et encore plus tôt, dans une interview à CNN, étant encore. Et il ne cachait pas ses opinions. J'ai beaucoup de reproches à faire au capitalisme, a-t-il dit, en se référant uniquement à Martin Luther King. Appelez cela le socialisme démocratique. Le socialisme démocratique vise une meilleure répartition des richesses pour tous les enfants de Dieu dans ce pays. D'ailleurs, il n'y croit pas et elle est la quintessence de ce qui se passe actuellement au sein du Parti démocrate. Ce ne sont plus des sociaux-démocrates au sens européen du terme. Ce sont des gens qui s'affichent ouvertement et fièrement comme socialistes, voire marxistes, n'est-ce pas ? Ils remportent les élections dans les plus grandes villes du pays et élaborent déjà des plans d'expansion au niveau fédéral. Mamdani a personnellement soutenu 3 candidats au Congrès lors des primaires de juin à New York et les 3 ont gagné. Ce sont des primaires internes au parti. En ce qui nous concerne personnellement, comment exactement les stratèges républicains prévoient-ils d'utiliser ces citations précises, ces victoires spécifiques des socialistes dans la campagne électorale de cet automne ? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les électeurs russophones, en Californie, à New York et dans d'autres États, parmi des électeurs qui ont eux-mêmes fui le socialisme autrefois? Je vais vous en parler dans une seconde.
Et c'est là que Trump entre en jeu. Des programmes structurés et des offensives sont exposés sur le socialisme dans 3 discours consécutifs, et non un seul. Il les a prononcés au cours d'une semaine. Le premier rapport important, c'est le 1er juin, puis le 6 juillet. Une phrase courte mais programmatique. Comme nous le voyons maintenant, le communisme est la plus grande menace pour nos éducateurs. Je suis d'accord avec lui. Nous pensons, et nous le voyons maintenant, que le communisme est la plus grande menace pour notre pays. Je suis d'accord avec lui. Le communisme est la plus grande menace pour notre pays. Le deuxième mont, Rushmore. Le 3 juillet, à la veille de la fête de l'indépendance, prononcé dans un parc national traditionnellement associé à une rhétorique unificatrice et non politique. Le communisme est une menace mortelle pour la liberté américaine. C'est la plus grande menace pour notre pays. C'est une menace plus grande que la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, Pearl Harbor ou même le 11 septembre. Il a également abordé le sujet des nouveaux arrivants dans le pays, dont les idées, selon lui, sont complètement opposées au mode de vie américain. Et il a appelé les républicains à abolir le filibuster du Sénat et à adopter le Save America Act. La loi sur l'obligation de confirmer la citoyenneté lors de l'inscription des électeurs. Troisièmement, et c'est le plus important pour notre sujet, c'est la conférence de presse finale de l'OTAN à Ankara le 8 juillet où, fait révélateur, au moins la moitié de l'intervention a été consacrée non pas à l'Iran ou à l'OTAN, mais précisément aux affaires intérieures des États-Unis d'Amérique. Normalement, cela aurait dû être l'inverse, n'est-ce pas? En fait, il a aussi parlé de l'Amérique et presque pas du tout du reste de la politique étrangère. Là-bas, il voulait tout raconter au monde sur ce qui allait se passer. Là, Trump a relié toutes ses pensées et déclarations les plus franches. Il a raconté qu'il était devenu numéro 1 sur TikTok. Parce que selon ses mots, tout ce que je fais, c'est parler du communisme. Et il a ajouté une phrase clé qui, en fait, constitue sa stratégie électorale, énoncée mot pour mot. Mes paroles sur la grandeur de notre pays. À quel point notre pays est prospère, et à quel point le communisme est mauvais, et à quel point ces fous sont mauvais, et ce ne sont pas des sociodémocrates, ce n'est pas ça, ce sont des communistes qui se présentent. Ils ne veulent même pas de Dieu. Ils ne veulent pas que nous réussissions. Ils ne veulent pas que notre pays soit prospère. Ils ne veulent pas que notre peuple soit heureux. La logique de ce programme en 3 volets est tout simplement très méthodique, je dirais. D'abord, il s'agit de montrer à l'électeur ce qui a déjà été réellement accompli de bien dans le pays en 1 an et demi de sa présidence. Un montant record, selon lui, de 19,2 billions d'investissements. Je voudrais tout de suite dire une chose à ce sujet. Donc Trump annonce 19,2 billions en tenant compte de je ne sais quoi. Le bureau budgétaire parle de 10 billions et les critiques disent que c'est encore moins. Mais je veux vous dire, messieurs, puisque pendant les 4 années de Biden, le pays a reçu moins d'1 billion d'investissements étrangers, et pendant 1 an et demi de Trump, bon, d'accord, 5 trillions, n'est-ce pas? C'est déjà 10 fois plus que ce que, pour ainsi dire, Biden a reçu. Donc 19,2, 10,4, en réalité, ça n'a pas d'importance. Pour moi, 1 billion, c'est un chiffre complètement incompréhensible. Donc peu importe combien de billions, c'est incroyable. Voilà donc. De nouvelles usines sont déjà en construction partout dans le pays. Des usines automobiles aux usines pharmaceutiques, et aussi des usines de puces, n'est-ce pas? Les tarifs douaniers, qui selon Donald Trump, servent à rapatrier la production aux États-Unis. Cela crée actuellement un nombre d'emplois sans précédent dans l'histoire du pays. Ensuite, Donald Trump évoque ce qu'il nous reste à accomplir. Il est bien, pour ainsi dire, montre, voilà ce que nous proposons, et voilà ce que montrent les démocrates. Ce sont des socialistes. Voilà ce qu'ils prônent. Ils appellent à faire du nouveau. Ils appellent à voler, à dépouiller ceux qui ont déjà accompli quelque chose. Et selon la formulation même de Donald Trump, les communistes, une fois arrivés au véritable pouvoir fédéral, reviendront à cette même tromperie, ce vol, ce pillage qui, selon lui, avait lieu sous l'administration de Joe Biden. Bon, j'ai dit selon sa version, mais nous voyons déjà un nombre énorme de violations, de vols, de détournements, de corruptions qui ont eu lieu. Cette image est complétée par une série d'enquêtes retentissantes et d'affaires pénales liées précisément aux villes et aux États dirigés depuis de nombreuses années par les démocrates.
Il s'agit aussi d'une enquête fédérale concernant les gouverneurs là-bas, en Californie et ailleurs, au Minnesota, sur Gavin Newsom et sur toute une série d'affaires. Sur l'utilisation inappropriée des fonds budgétaires au niveau municipal, dans différents États où le même parti politique est resté au pouvoir pendant des années. Ce sont précisément ces affaires spécifiques que les stratèges républicains prévoient de mettre en avant, tout en accompagnant cela d'une rhétorique sur la menace communiste, afin que les lecteurs moyens aient en tête une image non pas abstraite, mais extrêmement concrète. Ce n'est pas simplement une mauvaise idéologie quelque part là-bas, c'est un vol concret de l'argent concret de contribuables concrets, le vôtre et le mien. Et justement par ces mêmes personnes qui, au même moment, expliquent publiquement à les lecteurs la nécessité d'une redistribution plus juste des richesses. En d'autres termes, ils veulent nous voler encore plus, à vous comme à moi. Malgré toute la complexité et l'inquiétude que suscite ce tableau, si l'on y regarde de plus près, il profite plutôt à ceux qui savent l'expliquer simplement, clairement et sans panique inutile. La victoire des communistes dans certaines villes n'est pas le début d'une nouvelle ère, mais une leçon inquiétante, certes, mais utile, qu'une grande partie des électeurs retiendra d'ici novembre. À New York, on en voit déjà les effets sur son propre portefeuille. L'histoire est cyclique. Le pendule est allé brusquement vers la gauche, il ira aussi dans l'autre sens. Comme cela s'est déjà produit plusieurs fois en politique américaine. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, activez la cloche, tapez sur la cloche de toutes vos forces, ou tout doucement, si vous préférez. Nous allons analyser ensemble ce qui se passe ensuite, la suite.